Salut tout le monde, c'est Amé et David de Otaku Manga Lounge. Hello guys. On est donc là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec, puis vu qu'on n'a encore pas préparé notre petit panneau pour faire un jingle, ben voilà, l'entrée du live, c'est ici. Wouhou. Faudrait que tu me le fasses, genre. Voilà, ça c'est notre jingle. On aurait pu faire un petit bruitage à la bouche en même temps. Oh, ce sera pour le prochain. Alors on espère que tout le monde va bien. On a eu plein de très belles nouveautés. Moi je me suis pas mal éclatée dans mes lectures. Pareil, je sais pas toi. Redécouvert des nouvelles séries, des anciennes séries. Encore une fois, on est dans la période des rééditions et tout ça, fait que plein de choses à présenter aujourd'hui. Fait que on va y commencer avec quand même la nouveauté très attendue du moment. Qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est Nos cœurs évanescents et c'est la nouvelle série de l'auteur de non moins que Éclat d'âme. Si on commence avec du bonbon, c'est ça, il faut. Alors, Nos cœurs évanescents, en fait, ne vous attendez pas à voir le même type de récit qu'Éclat d'âme. C'est quand même assez différent, même si c'est du même auteur. Ça parle de musique, ça parle de chorale notamment. Et on suit un jeune garçon qui a une voix de soprano, qui n'a pas encore mué, et qui a une voix absolument complètement fabuleuse et mélodieuse, et qui va chercher à intégrer la chorale de son école. Et puis un petit peu gravir les échelons là-dedans. Exactement. Puis se faire connaître en fait, tout simplement. Puis la particularité du personnage en fait, c'est que il montrait très tôt en fait que le garçon a une très forte sensibilité au son et à la musique. Même dans le fond, les sons et la musique viennent genre vraiment extrapoler ses émotions. C'est ça, c'est comme si tous ses sens se rapportaient comme à ses oreilles. Exactement. Puis ça a été écrit avant Éclat d'âme, par exemple. Fait que le dessin n'est pas aussi beau qu'avec la dame, mais il est magnifique aussi. C'est quand même pas mal. Ça m'a foutu une claque aussi, comme avec la dame. Alors oui, c'est quand même, je dirais, pour un public peut-être moins mature que Éclat d'âme. C'est accessible quand même à tout public. On est sur un truc qui pourrait ressembler à Your Lie in April, où ça m'a quand même fait beaucoup penser à Kids on the Slope. Surtout la relation d'amitié entre les deux personnages principaux que je trouve le très rythme similaire. de la façon dont les événements se enchaînent en fait, ça m'a vraiment fait penser à Silent Voice. Oui. Dans le même style. Oui, on est vraiment sur le même style d'univers et de récit effectivement. Donc quelque chose de plus léger on va dire que Éclat d'âme. Faut pas s'attendre à un sujet comme hyper social et tout ça. Non, du coup c'est moins sérieux avec la dame pour le coup, mais ça se passe super bien, ça se passe à l'école, dans le fond avec les clubs et tout ça, et notamment le club comme tu disais, de chorale pour le coup, qui vont essayer de se fixer comme but de gagner le prix, le concours organisé par la NHK pour le coup. Oui, la chaîne de télévision nationale japonaise. Et puis on va aussi aborder tout ce qui est le monde de l'opéra. Donc pour ceux qui aiment la musique, clairement c'est idéal, puis c'est hyper poétique la façon dont c'est fait. Donc Nos cœurs évanescents, alors vous voyez le titre un peu spécifique, je sais que c'est à l'envers mais ça s'écrit avec le H entre parenthèses, donc nos petits jeux de mots entre le cœur et le cœur. Très très beau, une très belle découverte. Il faut savoir que ce sera une petite série, pas plus de 10 volumes il me semble. Ça se prend bien, un peu comme Éclat d'âme. Parfait. Et un peu comme toutes ces séries-là, justement, Silent Voice c'était pas très long, Your Lie in April c'était pas très long. Non, c'est ça. Kids on the Slope, on est toujours sur le même type de longueur de série. Tout à fait. Continuons avec quelque chose de très différent. Un peu plus humoristique pour le coup. Samurai Comeback, c'est la nouvelle série des éditions What the Fuck de Akata. Exactement. Puis dans celui-là, évidemment, c'est un scénario un peu what the fuck, fait que on commence l'histoire en fait avec 4 samouraïs qui vont réussir à voyager dans le temps. Fait que je me remets dans le cadre, je disparais. Qui vont le coup en fait vont être transposés à notre époque et dans le fond vont voir notre époque avec leurs yeux. De leur époque finalement, puis ils vont un peu capoter, un peu faire leurs lois, puisque déjà les lois morales puis les lois n'étaient pas les mêmes. Vraiment de faire justice soi-même. Se faire justice soi-même, à l'époque Edo ça marchait, mais à notre époque c'est pas trop ça. Regarde pas très bien. Honnêtement c'est quand même un manga à pas mettre dans les mains de tout le monde. Non, c'est quand même violent. Ouais, c'est quand même assez trash. Je le mets dans le même style que les D-Boy vs Yakuza, dans le même style de lecture.
Ouais, effectivement. Ce qui est quand même assez cool, c'est que en fait, ils arrivent à Kyoto à notre époque pendant la fête de Gion, qui est donc comme un Matsuri traditionnel, et au même moment où il y a une attaque terroriste dans les studios d'une chaîne de télévision. Et donc c'est un petit peu eux qui vont comme se faire les justiciers, qui vont être contre les terroristes, puis finalement ils vont comme... ils vont comme se moderniser un petit peu, on va dire, de façon assez fortuite. Et est-ce que t'as aimé ça? J'ai aimé, honnêtement c'est le genre de lecture que tu te prends pas la tête, puis t'as une grosse journée, puis tu fais ça, t'as bien fun, puis ça s'arrête là. Mais c'est amplement suffisant honnêtement. J'ai vraiment aimé, j'ai rigolé comme pas possible. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Je veux dire, c'est vraiment un manga qui se prend pas au sérieux, qui met avec est basique, mais ça se prend super bien, honnêtement. Moi, c'est le genre de manga auquel j'accroche pas habituellement. Puis celui-ci, j'ai vraiment trippé en fait. Et parce que ça parle, ça se passe beaucoup sur des événements de l'histoire japonaise. Ça parle du Shinzen-gumi, la garde rapprochée du shogun, puis du coup d'État qu'il y avait eu, qui avait un peu renversé le shogunat puis mis fin à l'époque Edo. Fait que là, je me suis plongée là-dedans, puis ce que je déplorais au début, c'est qu'il n'y a aucune explication historique. C'est comme, si t'es un japonais, c'est un peu comme si on te parlait de Samuel Champlain. Fait que là, personne va te dire qui est Samuel Champlain, tout le monde le sait, tu sais. Ouais, mais là, on commence à te parler, puis t'es comme, oh my god, je comprends plus rien, c'est qui lui, c'est quoi ces trucs. Fait que là, je me suis comme plongée dans les références historiques, puis je suis allée de page Wikipédia en page Wikipédia. J'ai passé... Oui, c'est ça. Puis j'ai passé ma soirée à comme me repasser toutes cette époque-là, puis j'ai trouvé ça super intéressant pour m'apercevoir à la fin que finalement il y a des explications historiques à la dernière page. Morale de l'histoire, finissez toujours vos mangas jusqu'au bout. C'est ça, avant d'aller chercher des infos. Mais au-delà du côté historique, le côté très très léger, se prend vraiment bien, même quand on n'est pas un gros fan de ce genre de manga. Non, c'est ça pour le coup. C'est très très cool. Samurai Comeback. On continue avec ça? Ouais, tant qu'on est dans le tu y aller? Alors, Magical Girl Site 7. Alors, ça fait... c'est un gros clin d'œil justement aux séries de l'auteur. L'auteur fait pas mal que ça ces derniers temps, avec Magical Girl of the End, Magical Girl Site et... Donc c'est Kentaro Sato qui... Exactement. Qui va reprendre le concept, mais d'une façon différente en fait. Dans le sens où c'est le concept de base des séries, c'est il y a... ça mène comme un peu comme un post-apocalyptique, dans le sens où il y a une invasion de Magical Girl, ça massacre tout le monde, il y a ben du sang, ben de l'hémoglobine, des voyous partout. Les gens aiment, si t'aimes vraiment le côté gore puis le côté trash, ça se dit super bien. Et là c'est un peu différent parce que dans le fond, les héroïnes en fait vont devenir petit à petit les Magical Girls en fait. Oui. C'est qu'on va suivre dans le fond l'histoire d'une des première protagoniste qui dans le fond elle commence à dans sa plus en plus de choses qui s'enchaînent et qui vont de plus en plus mal en fait. Tout commence vraiment au moment où elle fait un test de grossesse, puis il s'avère que suite à une relation qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas été consentante, elle se retrouve enceinte. Suite à ça, sur son ordinateur dans sa chambre, il y a une espèce de site un peu creepy avec une espèce de poupée. Un peu creepy, beaucoup creepy. Ce qu'on peut voir justement sur l'arrière. J'ai montré la page qui va lui proposer en fait des pouvoirs. Au début, elle ne croit pas trop. Cette fameuse page. C'est ça. Au début, elle ne croit pas trop jusqu'au moment où elle va recevoir une lettre dans son casier à l'école avec une espèce de fusil en fait. Qui est une drill en fait, drill ailée. Donc c'est assez spécial le concept. Puis il s'avère que suite à ces mésaventures qui va se passer, elle va l'utiliser puis elle va sombrer dans ce chaos là en fait, du fait qu'elle va commettre un meurtre pour la première fois. Puis du coup, ça va encore s'enchaîner encore et encore. C'est une série qui va être très courte parce qu'on a juste les 2 tomes. Il me semble c'est pas plus. Fait que la série se prend comme ça avec les 2 tomes. C'est vraiment un petit plus. Ouais, tout à fait. Un petit plus 2 volumes terminés. À la licence, pour le coup, si on aime ça, ce genre de lecture. Ce que j'ai trouvé un peu spécial, mais qui rend quand même le côté psycho intéressant, c'est la relation d'amitié un peu malsaine qu'ont les 2 personnages
principaux, d'amitié à la vie, à la mort, envers et contre tout. Ce qui fait très shonen en soi, c'est genre de se dire que peu importe ce qui va se mettre en travers de notre route, genre comme je serai avec toi, no matter what. Ouais. Puis... Mais ça prend des proportions vraiment trop malsaines, et en même temps je trouve que c'est ça qui rend les personnages intéressants. Donc... Puis le manga commence vraiment très tôt à entrer dans le gore, puis t'as pas le temps de t'adapter au fait en même temps en 2 volumes c'est normal. Forcément. mais non, c'est quand même mais tu vois, vu là où s'arrêtait le tome 1, parce que j'ai lu que le tome 1, je sais pas si toi t'as lu le tome 2. J'ai lu que le tome 1, puis vu là où ça s'en allait, il y a un bon cliffhanger à la fin, et je me suis dit ça va être une série plus longue, et puis effectivement c'est que 2 volumes, peut-être un peu dommage. On va voir. L'auteur est pas mal connu. Donc Magical Girl 7, alors c'est écrit par l'auteur original des Magical Girl qui tue tout le monde, donc Kentaro Sato. Par contre c'est pas dessiné par lui. C'est très ressemblant. Le niveau des visages, on voit une petite différence par exemple. Les visages sont un peu plus enfantins, un peu plus ronds, qui rajoute un peu plus ce côté un peu malsain, malaisant. Le côté des visages enfantins, c'est comme c'est dérangeant, mais c'est du survival. C'est ça. Si vous aimez ça, sautez à pieds joints, il y a aucun problème. Pour le coup, très très différent. Alors c'est Dans le sens du vent. Avec un super beau cover également, super beau cover à l'arrière aussi. Faut savoir qu'on en a un peu parlé tous les deux, puis nous en voulez pas si on a de la misère à l'expliquer. C'est comme un peu incompréhensible, mais en même temps super intéressant. Fait que... l'auteur a l'air de faire des histoires un peu abracadabrantes, mais qui sont vraiment cool, qui se tiennent ensemble, puis qui est vraiment très très cool. Et pour le coup, en fait, on commence l'histoire sur notre héros principal, qui est le jeune homme ici, qui est perdu en fait en Islande, il me semble. Islande, ouais. C'est qu'il est perdu avec sa voiture, et il s'avère que toute la famille, lui y compris, a une espèce de pouvoir magique, de particularité. Et la sienne, c'est de parler à sa voiture, mais plus précisément de parler à tous les objets électroniques. Alors si on pouvait imaginer pouvoir plus débile et inutile dans la vie, c'était celui-là. C'est ça. L'histoire prend vraiment une tournure directe en fait, dans le sens où on parle de ça, si on termine ça, on parle de son pouvoir, comment ça fonctionne, ça. Puis il se fait un petit travail qui... Comment dire ? Il est un peu détective à titre privé, puis il se fait rémunérer un peu au black pour ce genre de service, fait que c'est très... il rencontre des clients, puis il poste des annonces et tout ça. Et les affaires vont bien, il est allé rejoindre son grand-père, puis il s'avère qu'il va se passer quelque chose avec son petit frère qui est resté au Japon. Plus de nouvelles de ses oncles et tantes, plus de nouvelles de son petit frère, fait qu'il décide de tout claquer et de retourner au Japon pour voir ce qu'il en est. Je vous en dis pas plus. Parce que Parce qu'on sait pas où ça s'en va en fait. C'est ça, c'est que ça commence comme un truc un peu... Ça se présente à la base comme un truc très poétique, tranche de vie quand tu le vois. Finalement, tu te rends compte au bout de 3 pages que il a le pouvoir le plus débile du monde. C'est comme de quoi ça va servir. Finalement, on parle plus vraiment de ce pouvoir, mais ça part un peu dans le thriller enquête. Donc très difficile de savoir où ça va s'en aller. Puis c'est quand même ça qui est intéressant aussi, de trouver un manga. Je veux dire, avec le nombre de mangas qu'on lit, souvent on a une bonne idée de ce qui va se passer, puis du déroulement des événements, et là on sait pas, ni l'un ni l'autre. Donc quand même intéressant et très intriguant. J'aime beaucoup le genre de lecture parce que du fait que c'est un fait qu'on en lit vraiment beaucoup, ne serait-ce que pour la job, puis à titre personnel, puis on a beau en avoir lu, il y a toujours à un moment donné un manga qui va t'arriver en plein face en disant bon écoute, tu penses avoir tout lu, tu penses que l'imagination japonaise a une limite, puisque non en fait. C'est toujours l'auteur qui arrive avec les petits trucs qu'il y a à faire, qui est ok, ouais. Non, puis l'imagination japonaise est effectivement sans limite, parce que même tu découvres des trucs avec le cinéma d'Hollywood américain, puis là t'es comme ils sont trop forts ces Américains, puis tu creuses, puis finalement à chaque fois tu te rends compte qu'en fait c'est les Japonais qui l'ont inventé. Moi ça me fait ça à chaque fois. Vous avez peut-être reconnu le dessin, c'est l'auteur du Monde de Ran qui fait ça, qui était un des gros succès des éditeurs Black Box. Donc on retrouve vraiment son style, c'est très très marqué, et voilà, donc intriguant, on sait pas où ça s'en va, c'est pas mal, c'est ça qui va le qualifier le plus. J'adore beaucoup les dessins de l'auteur, c'est juste le détail, c'est juste
juste pour se donner un truc, genre, est-ce qu'il a pas l'air bon, le café ici là? Il a l'air Ou même tellement bon. dire, Il a l'air tellement bon. c'est le genre de manga qui tu peux avoir mangé devant, tu peux avoir plein, genre ça va te donner faim. C'est un peu comme du Ghibli ou du c'est les mangas qui donnent faim. C'est les mangas qui donnent faim. Ça sont vraiment cool. Donc je passe au travers un peu de vos commentaires pendant que David a faim. Puis donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y en a que vous n'avez pas compris, que c'est pas clair ou que ça vous donne envie, pas envie, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires puis vos questions. Tiens, continue avec ça. Ronin Island, c'est sorti il y a 2 semaines à peu près, mais on n'avait pas pris le temps de le lire encore. Alors c'est un grand format BD, même format comics je dirais. Et c'est pas japonais, mais ça parle du Japon, ça parle des Ronin, hein, évidemment. Et en fait c'est 2 auteurs, un scénariste et un dessinateur américain qui font du comics, qui ont fait ça. Et c'est vraiment dans le style comics, donc avec tout colorisé évidemment, avec une disposition des cases très très américaine, très très statique. Donc c'est moins le genre de lecture auquel on a l'habitude. C'est en fait l'histoire de 2 ados, un gars et une fille, qui ont grandi ensemble et qui sont en formation pour devenir des samouraïs. Ils vivent sur une petite île du sud du Japon et un jour leur île se fait attaquer par des samouraïs venus envoyés soi-disant par le shogun, sauf que le shogun est mort. Donc ça leur inspire pas confiance parce qu'ils n'ont aucune idée de qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils leur veulent, puis en fait ils leur demandent de prêter allégeance au shogun mais qui n'existe plus. Jusqu'au moment où ils vont comprendre qu'en fait il y a en parallèle de ça une espèce d'invasion de monstres, comme ça, des espèces de trolls ou quoi que ce soit. Fait que là ça devient vraiment médiéval fantasy mais beaucoup plus dark. Donc ils vont un petit peu partir, devoir s'exiler de leur village pour protéger leur village, puis débarrasser leur village de cette invasion de trolls, tout en refusant de prêter allégeance aux samouraïs qui sont là. Donc c'est très bien dessiné. Et après au niveau du storytelling, c'est très américain. Donc si on n'aime pas ça, ça vaut pas la peine. Par contre, si on veut sortir un petit peu du cadre habituel des mangas, ça peut devenir très intéressant. Donc Ronin Island. Série à savoir que c'est une série qui sera terminée en 3 volumes. Oui, 3 volumes. Puis j'aime beaucoup parce que je l'ai feuilleté aussi. Puis genre vraiment l'alternance entre les styles où t'as vraiment le côté couleur. Puis genre le truc. C'est ça, intervalle en fait. On a vraiment un visuel vraiment plus sépia si on peut dire ça. Oui. C'est vraiment jauni, mais c'est genre noir et blanc. Oui, en fait, à chaque chapitre, ils refont des couvertures de chapitres qui sont dessinées par d'autres auteurs. C'est super beau. Le artwork est magnifique. Avant de passer à la suite, on a une question de Samy Claude qui est super intéressante, qui dit: est-ce que c'est une nouvelle mode qui a un scénariste et un dessinateur pour un seul manga, ou ça a toujours été aussi fréquent? D'un point de vue personnel, je remarque qu'il y en a beaucoup de plus en plus. C'est ça. Même dans les shonen populaires, tu sais, je pense à Promised Neverland, à Death Note aussi, c'est un classique. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment spécialisés dans le scénario, puis d'autres qui sont juste là pour faire le dessin, puis qui ne vont pas forcément se casser la tête pour ça. Puis c'est, mine de rien, c'est un travail divisé par 2 finalement. Oui, c'est clair. C'est énorme en termes... Peut-être que les mangakas sont tannés de travailler comme 24 heures par jour. C'est compréhensible. Mais effectivement, c'est clairement un courant assez récent. Historiquement, le manga, ça a toujours été un seul mangaka qui fait à la fois le scénario puis le dessin, et qui a des assistants qui travaillent pour l'aider. Et aujourd'hui, surtout dans le manga un peu plus... j'aime pas le mot, mais de type commercial, on va dire, pas tout ce qui est underground, ça c'est encore... Depuis Death Note... c'est ça, Death Note a un peu lancé cette vague. Takeshi Obata s'étant rendu compte qu'il était très bon dessinateur mais très mauvais scénariste. Et je pense que ça a un peu donné l'idée à d'autres éditeurs de faire des collaborations comme ça. Et c'est clairement un courant assez moderne dans le monde du manga. Même au niveau c'est que je pense notamment avec l'apparition de One Punch Man et de Mob Psycho, en fait, dans le sens où One écrivait sur les sites, sur des sites de fanbase en ligne, en fait. Puis depuis qu'ils ont découvert One et compagnie, en fait, c'est comme ils font les recherches, mais One l'a dit lui-même dans une interview, c'est comme: écoute, je le sais que je suis mauvais en dessin, mais et quand Murata m'a supplié littéralement de dessiner One Punch Man, il a dit: c'est un honneur de
lui donner ça. Bah, je veux dire, quand t'as Murata qui te supplie de dessiner aussi. ton manga, c'est comme bon. C'est pas n'importe qui, mais Ouais, c'est ça. c'est genre des auteurs qui ont des tonnes et des idées, mais qui, par manque d'exercice ou de talent de dessin, si on peut dire ça, sans vouloir être péjoratif, préfèrent léguer ça à d'autres personnes qui, eux, c'est vraiment leur spécialité. Et pourquoi pas. Et ça annonce clairement un changement dans l'industrie du manga, puis c'est bien que ça évolue aussi. Meilleur exemple, c'est la scénariste de Promised Neverland, pour le coup, qui, elle, a attendu 3 ans avant d'avoir vraiment le dessinateur qui correspond le plus possible à l'idée qu'elle se faisait en fait des personnages, puis du design des personnages. Puis pendant ces 3 ans-là, en fait, elle a potassé puis peaufiné son histoire pour donner ce qu'on a actuellement. Ok. Petite anecdote un peu extrême de l'auteur qui sait vraiment où elle s'en va, puis c'est vraiment ce qu'elle veut. On continue ? Ouais. On peut y aller avec Seven Deadly Sins, fait que le petit spin-off ici qui est arrivé en même temps que le 37, il me semble. Qui est. Alors, pour ceux qui suivent la série, vous avez probablement déjà vu la couverture, mais c'est un nouveau manga. Je sais pas ce qui se passe, mais Pika a décidé de renouveler ses couvertures puis de les réutiliser. Mais il faut savoir que c'est plus comme une espèce de petit recueil, guidebook. Je te laisse le montrer si tu veux. Oui. Dans le sens où il y a plusieurs petites histoires. Je pense qu'il y en a 3. Mais voyons donc. Oui. Il est mort la jugulaire. À savoir que avec avidité. dans le manga, en fait, dans le manga original, l'auteur a pas énoncé, mais énuméré ? Non, vaguement dit. Ok, évoqué, merci. Qui a évoqué en fait qu'il y avait des vampires en fait dans l'univers de Seven Deadly Sins, puis il avait juste évoqué tout simplement. Là pour le coup, on reprend l'histoire qu'il a écrit sur ces fameux vampires en fait, puis on voit comment les Seven Deadly Sins ont géré ce nouvel ennemi pour le coup. Alors, étant donné que c'est que quelques chapitres, on s'en doute, c'est très 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 rapide, mais c'est une histoire qui se prend super bien, qui vient vraiment complémenter l'univers pour le coup. En plus de ça, il y a aussi la première finale en fait de Seven Deadly Sins, de comment dire, c'est la version que l'auteur a donnée quand il a soumis son manga en fait à la maison d'édition. Ok, parce qu'il avait soumis comme une histoire du début à la fin. Pas du début à la fin, mais vraiment comme les premiers chapitres pour dire bon, écoute, voilà comment mon histoire se déroulera. Puis on y va avec ça. Fait que dans le fond, on voit vraiment que les dessins sont pas mal différents. Vraiment tout à la fin. Et tout à la fin. Peut-être pas cette image-là, mais. Ce qu'on peut voir en fait, que les personnages qui sont représentés dans le manga actuellement ont des formes de visages différents. On voit que c'était pas vraiment leur premier visuel. Ouais, exactement. Le dessin ressemble encore, mais il y a quelques visuels au niveau des personnages principaux qui changent. On a aussi, et ça je trouve ça super cool, parce que c'est une interview avec les éditeurs, l'auteur et une partie de ses assistants, où en fait il raconte une soirée, il fait une petite beuverie qu'ils ont eue ensemble, puis il s'avère qu'il y a des sujets sensibles qui sont apparus, puis qu'on apprend comment l'auteur, quand il est trop fatigué ou il a trop bu puis qu'il dessine, comment il arrive à dessiner des moustaches à Elisabeth, comment vraiment plein de petites anecdotes comme ça. Puis, les Japonais quand ils boivent ils sont intenables. Ah ouais, non c'est c'est intense. C'est vraiment une façon d'entrer dans l'intimité de l'auteur qui est vraiment trop cool, très cool, très pertinente pour lui. Très cool. Donc voilà, c'est le spin-off de Seven Deadly Sins qui s'appelle Original Sin. Sarah, elle nous dit un petit bonus avant la fin. Oui. Malheureusement. Et ben, puisqu'on parle de beuverie, on pourrait passer sur lui. Alors, ce n'est pas une nouveauté comme vous pouvez le voir, Family Compo ou F Compo de Tsukasa Ojo. La réédition. Le maître Tsukasa Ojo. Alors c'est dans la vague de réédition de Panini Manga. Panini a décidé de faire des bonnes actions en rééditant, on vous a parlé la semaine dernière de Happy de Urasawa, qu'ils ont réédité du 1 au 15 toute la série d'une shot. Et là ils ont fait pareil avec Family Compo, donc du 1 au 12. Ça c'est le 12. One shot. Voilà. C'est très cool parce que il y a l'air de vraiment se passer beaucoup de choses. Il y a vraiment eu le petit scandale autour de Demon Slayer qui a fait pas mal bouger, les gens ont râlé un peu. Puis là, de mémoire, je pense qu'ils se sont fait racheter par une compagnie un peu plus grosse et que ça va un peu mieux.
c'est qu'ils sont en train de faire plein de réimpressions de livres, de séries qui étaient plus introuvables. Je pense à City Hunter, on a eu les XYZ qui a été réédité. Oui. C'est les petits spin-offs, le petit recueil d'histoires, si on peut dire. Et il y a aussi des séries qui avaient été mises en arrêt complètement. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, Panini, c'est un éditeur qui est connu pour... Ben voilà, Nicolas demande c'est quoi le scandale, ben c'est ça. C'est un éditeur qui est connu pour arrêter la production de ces séries en plein milieu parce qu'il décide que finalement ça leur rapporte pas assez d'argent. Fait que tous les fans sont comme écœurés de cet éditeur parce que tu commences une série puis tu sais jamais si elle va se terminer. C'était vraiment le côté incertain. Puis la maison d'édition s'est fait harceler sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter. Nous, c'est un peu devenu notre bouc émissaire en boutique. Là, quand on doit critiquer un éditeur, on dit ouais, c'est pas Nini, c'est bon. C'est ça. Et il faut avouer que depuis Demon Slayer, qui a été comme une bombe atomique arrivée là, bah, ça leur a aussi donné les moyens financiers. Parce qu'il faut bien le dire, il y a quand même une question financière de rééditer des séries puis de finir la job qu'ils avaient jamais terminée. Donc, merci Panini. On vous remercie. Exactement. Pour une fois, on ne vous critique pas, mais on vous remercie du fond Continuez du comme cœur. Alors, Family Compo, moi, c'est une série qui fait partie de mon adolescence. J'avais tellement hâte, puis j'avais jamais pu l'acheter. Alors, Tsukasa Ojo, c'est donc l'auteur de City Hunter, de Cat Size. Et ça a été écrit dans les années 90. Puis, la thématique était quand même très, très avant-gardiste. Parce que, en fait, il s'agit de Masahiko, qui est un étudiant à l'université, qui a perdu toute sa famille. Et à la suite donc du décès de son père, se retrouvant orphelin, sa tante en fait va débarquer alors qu'il ne l'avait pas vue depuis qu'il était tout petit, il se souvient même pas d'elle. Elle va débarquer chez lui puis lui proposer d'aller habiter chez eux, donc avec son oncle et avec sa cousine, donc en fait de recréer une famille, qui est la chose qui lui a le plus manqué au monde. Donc il va un petit peu sauter sur l'occasion. Et il va débarquer dans cette famille un peu spéciale. Il va se rendre compte, dès sa première soirée où on l'accueille avec beaucoup d'alcool, d'où la beuverie, que en fait sa tante est son oncle et son oncle est sa tante. Donc vous trouvez bien que dans les années 90, on s'entend que la thématique n'était pas abordée souvent. Puis il fallait être Tsukasa Ojo pour pouvoir aborder une thématique pareille. Aujourd'hui, ce qui est le fun que ça soit réédité, c'est que c'est une thématique qui est devenue très contemporaine, c'est très d'actualité. Et donc c'est le fun que ce soit réédité en ce moment. On retrouve le dessin absolument merveilleux de Tsukasa Ojo avec toujours les quelques pages couleurs comme c'était la mode dans les années 90. Et on retrouve l'humour à la Tsukasa Ojo cette espèce de mélange de côté un peu sexy, un peu potache, un peu... Je dois avouer que j'avais juste envie de lire les 12 volumes de Family Compo plutôt que de me concentrer sur lire mes séries de nouveautés. Fait que David, toi tu connaissais pas tant. Alors, je connaissais de nom, oui. Mais pour Claude, je n'ai jamais eu l'occasion de l'avoir sous la main. Parce que c'est vraiment une grosse découverte. J'avais déjà lu City Hunter, j'avais vu l'adaptation française de Nicky Larson, de Cat Size, j'avais vraiment bien aimé. Et pour le coup, à date, pour ce que j'en ai lu, parce que je n'ai pas encore terminé dans mon sac présentement, j'arrive sur la fin, mais c'est un coup de cœur. À date, j'aime beaucoup l'auteur pour ce qu'il fait. Voilà. Puis la façon dont il fait son dessin aussi, qui est un dessin qu'on ne retrouve pas souvent dans le manga, qui fait plus BD en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Mais non, pour le moment, c'est un grand coup de cœur. Puis de savoir que la réédition est disponible, ça peut peut-être m'inciter à pousser la lecture pour le coup. Depuis le temps que j'attendais ça, il va définitivement rejoindre ma bibliothèque personnelle, il va l'encombrer, ça c'est sûr. Et par contre, pour ceux qui ne connaîtraient pas Tsukasa Ojo, c'est peut-être pas le titre le plus facile à aborder pour commencer avec l'auteur. C'est plus pour les gens qui connaissent déjà l'auteur à mon avis. Fait que si ça vous a donné envie de découvrir ce grand maître du manga, et je l'espère, commencez plutôt par Cat Size ou par City Hunter et puis ensuite passez sur Family Compo, c'est quand même un peu plus abordable. Voilà pour ça. La suite. Tant qu'on est dans la réédition avec Chobits, vas-y. On vous l'avait... Chobits, le grand Chobits, wouhou, ça fait un peu de Zelda là. Chobits de Clamp.
Fait que ça fait partie la fameuse mode de la réédition, encore une fois, et la fameuse réédition que toutes les maisons d'édition veulent faire sur le tour de Clamp en fait. C'est que je pense notamment à la réédition de Cardcaptor Sakura, Oui. qui était magnifique, qui Oui. va être dans la même veine pour le coup. Oui. Puis la sortie de plein de choses, notamment avec Tsubasa, les 3 volumes, Click Card évidemment. Et dans le fond, ça va vraiment plus ressembler à l'édition de Sakura Cardcaptor. Donc il y a des images couleurs, il y a une retraduction qui a été faite avec le japonais actuel. Il n'y a rien qui change au niveau de l'histoire, c'est exactement le même nombre de tomes, ça va être 8 tomes. Ah, pour une fois, ils Ouais. n'ont pas refait un découpage Non, bizarre. c'est ça. Fait qu'ils vont suivre l'édition de base en fait. C'est juste que les covers ont été refaits avec un côté vraiment beaucoup plus sobre. Puis dedans, normalement, pour chaque volume, il y a une petite carte. Oui, il y a une carte. Exactement. Voilà, carte à collectionner. Comme là, on voit rien. On voit rien du tout. Ça brille, je m'excuse, ça brille. Voilà. Mais elle est là, Elle sachez-le. est là, elle est belle, mais vous la voyez pas. Mais ouais, non, pour le coup, c'est vraiment. S'il y a des personnes qui ne l'avaient pas, qui étaient des gros fans de Clamp, elle est là, elle est belle. elle est C'est très, évidemment très une série à voir. Ouais. Ceux qui connaîtraient pas la série, c'est une des séries les plus shonen de Clamp. On dit toujours que Clamp c'est inclassable, on sait pas dans quelle catégorie les mettre, mais on arrive toujours à les classer quelque part. Showbiz pour moi ça fait partie de leurs séries les plus axées shonen. Ça ressemble un petit peu à Video Girl Eye dans le style. Et ça se passe dans un univers pas mal steampunk et en même temps très sci-fi aussi. Donc c'est l'histoire de... Ça se passe dans un monde en fait où les ordinateurs ont pris la forme de jolies jeunes filles. Donc la fille qu'on voit sur le cover est un ordinateur. Et notre héros est complètement broke, il n'a pas d'argent et il voudrait s'acheter un ordinateur mais il ne peut pas. Et un jour il va découvrir cette fille dans la rue. Abandonnée, cet ordinateur abandonné, et donc il va la récupérer, puis la réparer, puis voilà. Et il va tout faire en fait pour lutter pour ne pas tomber amoureux d'elle, parce que clairement c'est complètement stupide de tomber amoureux d'un ordinateur. Et Oui, en même puis- temps, elle est tellement innocente, puis tellement... Ouais, c'est la pureté à l'état pur. c'est la ça. pureté, Puis effectivement. le fait qu'elle ne ressemble pas forcément à les robots qui sont en place présentement. La seule chose qui va vraiment la différencier d'un humain puis d'un robot, c'est vraiment ses oreilles en fait, tout simplement. Oui. Puis on le reste, c'est Ouais, super grandes bien oreilles fait. comme ça. Puis ça pose un peu d'un point de vue plus philosophique puis science-fiction Ouais. de la future présence en fait, des robots humaniformes, Oui, complètement. qui est vachement intéressante pour le Complètement. coup. Qui, quand ça a été publié en début 2000, n'était pas forcément d'actualité, Non. était plus de la sci-fi, mais aujourd'hui ça se rapproche de plus en plus de notre réalité. Donc c'est vrai que ça pose des questions intéressantes, des relations entre robots et humains, jusqu'où une intelligence artificielle n'est qu'artificielle, entre guillemets. Oui, il y a plein de trucs moraux aussi autour de ça, du fait que est-ce que si c'est des robots qui prennent conscience d'eux-mêmes, est-ce qu'il va y avoir des lois qui vont être mises C'est dedans. ça. Fait que il y a plein de choses qui se questionnent. On entre dans la science-fiction là pour le coup, mais Oui, mais quand Mais même, ça montre, c'est en fait, des questions qui... c'est ça, c'est que ça montre en fait que toute de comment la société pourrait potentiellement traiter ce genre de robots, ce genre de nouveautés qui pourraient arriver sur le marché. Notamment ce serait pour je sais pas, n'importe quoi pour les gens qui sont seuls, en termes de compagnie, en termes de robots de ménage ou quoi, aussi, Ouais. par exemple. Fait que, Les robots, comme les pets, les robots exactement. pets, etc. Puis, donc c'est un peu les mêmes thématiques que vous retrouvez dans Gun, avec une histoire Moins le complètement côté combat. différente. Voilà, c'est ça. c'est ça. Mais les thématiques, c'est les mêmes. Donc vraiment, vraiment très, très grand chef-d'œuvre. Un classique, si vous ne connaissez pas encore Chobits, profitez vraiment de cette réédition pour le lire. Vraiment. Exactement. On peut y aller avec ça, on change de style. Alors, Uchikomi, l'esprit du judo. Donc là, on est dans le pur manga de sport. Exactement. L'histoire d'un jeune garçon qui, depuis tout petit, depuis longtemps, en fait, est complexé par sa petite taille. Le problème, c'est que c'est un peu comme comment dire, un peu dans le style de Rikudo où le sport va un peu l'aider d'une certaine façon à s'accepter soi-même en fait. Donc, ça va vraiment être un tremplin pour l'acceptation personnelle. Oui. Et dans le fond, il va découvrir ce que c'est que le judo, va s'inscrire à son club et pour le coup va apprendre, puis il va triper. Mais au début, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, notamment avec d'autres membres du club de judo qui justement le considèrent pas comme légitime en fait pour se mettre à ce sport-là.
Et bah, on va découvrir en même temps que lui en fait qu'est-ce que sont les règles du judo, quels sont le code derrière tout ça, le côté moral aussi. T'as tout finalement c'est comme les arts martiaux, c'est un art avant. Ça peut être un art aussi. Oui. Tout vraiment ce côté très cool qui m'a vraiment fait penser à Inomaru Sumo. Inomaru Sumo, moi aussi, complètement. On était vraiment dans le même genre. Ouais, complètement. Et puis bien sûr on y retrouve tout le déroulement assez classique d'un manga de sport dans l'héritage direct de Ashitanojo et des autres, clairement. Puis évidemment toutes les valeurs qui vont avec, la compétition, l'amitié, le courage. C'est très 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 shonen. Et c'est très bien dessiné. C'est au niveau des scènes qui sont pas des scènes d'action, c'est un dessin assez classique, mais au niveau des scènes de combat, c'est assez malade la fluidité qu'il y a dans les dessins. Des moments où il doit mettre quelque chose en avant, c'est vraiment quelque chose. On l'a vu au niveau des yeux qu'il avait fait à la page précédente. Oui, celle-ci. Celle que tu as montré avant. Celle que j'ai montrée avant, oui. Au niveau des détails dans les yeux, c'est vraiment très très beau. Non, vraiment. Donc classique, mais très bien fait. Donc c'est Uchikomi, l'esprit du judo. Il faut savoir que c'est une petite série aussi, ça sera terminé en 7 volumes. Que c'est pas un manga qui va aller comme Haikyuu du 30 et des une petite série. Non, mais c'est bien. Petite série qui peut être très bien se caler dans une bibliothèque. Clairement. Complètement. Si vous aimez le manga de sport, c'est dans la lignée. Pour continuer, c'est une adaptation d'un classique de la littérature, L'amant de Marguerite Duras. Alors, c'est vraiment un manga, mais ça a été édité en format bande dessinée parce qu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément habitué du style manga. Donc, édité dans le sens occidental, puis grand format hardcover. Et par contre, c'est dessiné par Kan Takahama, qui est l'auteur de Le dernier envol du papillon, La lanterne de Nyx, Tokyo Amour et Liberté, donc tous ces récits qui parlent... Oui, des très beaux titres et qui parlent en fait souvent de la vie au Japon au début du XXe siècle. C'est souvent à peu près dans ces ordres-là. Évidemment, c'est l'adaptation du roman. Donc, on suit en fait l'auteur quand elle est devenue femme âgée qui se pose la question à quel moment est-ce que j'ai commencé à vieillir. Puis j'ai trouvé l'interrogation intéressante. On vieillit du jour où on est jusqu'au jour où on meurt, on vieillit, mais il y a comme un moment dans notre vie. Et vous êtes probablement tous trop jeunes pour l'avoir encore vécu, dit la vieille, mais il y a toujours un moment où on se dit j'ai vieilli à un moment donné. Puis elle retourne. De retracer tout ça. Elle retrace ça en fait. Et puis c'est là que l'histoire commence. On la suit en fait, jeune fille, quand elle avait 15 ans, quand elle est allée habiter à Singapour avec ses parents. Elle faisait partie en fait c'était des colons français qui était à Singapour et où elle a vécu une histoire d'amour avec un riche chinois de là-bas. C'est un peu difficile de vous montrer, il y a beaucoup de scènes de nudité, donc c'est un peu difficile de vous montrer des images sans tomber dessus, mais c'est très fidèle au roman original, très bien dessiné, et puis j'ai trouvé que la question que ça posait était intéressante. Ça joue beaucoup sur l'éclairage et les couleurs, j'aime ça, oui. Vraiment un côté vraiment tout très, à très fait. bon. Tout à fait. Fait que voilà, un classique de la littérature française adapté par un auteur classique du manga japonais. Fait assez cool. On passe sur lui ? Oui. Petit shoujo s'appelle Nos précieuses confidences. Alors, j'ai pas envie de le dire, c'est un shoujo qui m'a plu. Ah, finalement. Comme il la perlera. Oh. Non, mais plus sérieusement, très très cool la façon dont c'est narré, la façon dont l'histoire est amenée, se passe principalement, pas tout le temps, mais genre vraiment une grosse partie du temps, 90% du temps sur la même, sur le même endroit en fait, sur la même scène en fait. Ok. Dans le sens où on va suivre en fait nos deux jeunes héros, donc un garçon et une demoiselle, et la demoiselle en fait qui s'assied à côté du garçon pour lui avouer sa flamme en fait. Okay. Ils sont en train d'attendre le métro justement pour se rendre au lycée ou rentrer chez eux. Et donc elle lui déclare sa flamme. Le truc c'est qu'ils sont pas mal deux opposés en fait, dans le sens où la demoiselle est un peu plus au prime abord un peu plus réservée sur elle-même, puis après ça elle s'ouvre vraiment, puis elle est vraiment pas extravertie mais expressive dans tout ce qu'elle ressent, dans tout ce qu'elle vit, tandis que le garçon est vraiment très cartésien en mode
si t'as dit ça, ça peut pas être ça, puis si c'est ça, c'est tu me connais pas, machin, c'est vraiment genre, voire limite froid en fait, Ouais. mais c'est juste sa façon à lui de s'exprimer, puis même au niveau de ses camarades à l'école en fait, il comprend pas pourquoi il est aussi populaire en fait, mais c'est juste qu'il a une honnêteté vraiment sans borne pour le coup, qui n'hésite pas à dire tout, puis on va apprendre au fur et à mesure de ses confidences en fait. D'où le titre, que le héros va se mettre à changer, le héros va se mettre à s'ouvrir au reste du monde, puis avoir une nouvelle vision de son entourage finalement, qui est assez drôle, puis des situations entre autres assez cocasses. Très cool aussi parce qu'ils vont faire intervenir d'autres personnages encore une fois, mais sur la même scène, fait que ça se passe vraiment globalement au même endroit en fait. Ok, comme un huis clos. Ouais. Ok. Et donc, si je comprends bien, c'est un shoujo assez classique, axé sur l'histoire d'amour, sur les sentiments. Non. Avec un... Non, Non, c'est ça qui est bien en fait. Ok. C'est plus sur au début, elle lui avoue ses sentiments, on sait qu'elle est amoureuse, il le sait. Puis il y a beaucoup de problèmes de communication entre eux en fait, dû à leurs deux personnalités. Puis ça peut être sur les sentiments, ça peut être sur juste une réflexion sur la vie. L'héroïne a vu quelque chose à la TV, puis le héros en fait déconstruit toute l'idée qu'elle se faisait, mais sans vouloir être méchant, juste parce qu'il est vraiment très cartésien. C'est pas mal, surtout il va faire intervenir d'autres personnages, ils vont régler des problèmes de sentiments pour le garçon, des problèmes de vie, des Ok, problèmes fait que plus psychologique Exactement. comme shoujo. Très très cool. J'ai vraiment aimé. C'est raison. Quand David aime un shoujo, vous pouvez y aller. Quand même. Donc c'est... Non, pas quand même, non, c'est pas vrai. Nos précieuses confidences, donc c'était... Alors il y a Nicolas qui revient sur ma question de tout à l'heure, à quel moment vous aviez vieilli. Il dit dans mon cas, c'est clairement la grève étudiante de 2012. Très très cool. C'est très précis. C'est très drôle, j'aime ça. On peut continuer avec un autre shoujo qui s'appelle Stay Away. Alors, cette fois, c'est plus moi qui l'ai lu, contrairement à celui de tout à l'heure que je n'avais pas lu. Stay Away, c'est un manga, c'est un shoujo un petit peu sci-fi dans le sens où on va faire intervenir un personnage fictif qui est ce personnage-ci, qui est capable de faire voyager les gens dans le temps, en fait. Et puis, on va apprendre rapidement, dans les premières pages, que notre héroïne a perdu son chum parce qu'il est mort dans un accident de voiture. Donc, ça commence un peu trash. Et ce personnage lui offre la possibilité de revenir en arrière pour changer un peu le cours des choses. Mais il lui explique en même temps que, habituellement, quand dans les histoires où il y a des changements, des voyages dans le temps comme ça, il y a comme deux timelines. Tu as la timeline principale, puis tu reviens dans le temps, puis tu essayes de faire une deuxième timeline pour changer le cours de l'histoire. Et lui dit ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. L'histoire, c'est l'histoire. Tu peux pas la changer. Par contre, il y a quand même... Tu peux faire en sorte que ça se passe mieux, puis tu peux faire en sorte que les choses se passent pas comme ça, mais quand même elles vont pas vraiment changer. C'est un peu mystérieux comme manga, j'avoue. Beaucoup sur le paradoxe temporel pour le coup, complètement. Sans mettre en place les timelines temporelles. Oui, complètement. Et puis la jeune fille va apprendre aussi que ce personnage-là qui l'a fait revenir dans le temps n'est absolument pas digne de confiance. Mais je ne vous dis pas pourquoi. Donc on est très axé sur le côté sentimental, mais par contre avec ce côté un peu sci-fi du voyage dans le temps. Donc un petit shoujo sympa. Je dirais pas que j'ai autant trippé que toi sur Nos précieuses confidences. Okay. Mais ça change un peu de l'ordinaire, disons. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est Stay Away. Tant qu'on est dans le shoujo, non ? Allez. Tant qu'on est dans le shoujo, un troisième shoujo qui pour le coup, je pense, nous a beaucoup plu à tous les deux. Alors c'est Don't Fake Your Smile. Nouvelle publication de Akata. Je vois que Anne nous rejoint toute maintenant. Et ben ça tombe bien parce que je sais que tu es fan de Akata. Fait que leur dernière publication est absolument extraordinaire. Très très cool pour le coup. C'est le genre de manga qui ramène du drama. Oui. Puis c'est le drama qui te chiffonne puis qui t'ennuie tout au long du manga. Complètement. Pour moi, c'est un triangle amoureux. Très vite, dans le fond, c'est trois amis en fait. Puis il s'avère que notre héros va être amoureuse de la demoiselle, donc c'est deux gars et une fille. Et l'autre ami pour le coup l'est aussi. Le problème, c'est qu'on va suivre en fait l'état sentimental, c'est-à-dire l'évolution sentimentale
du fait que les deux autres amis vont sortir ensemble. Et c'est là que je trouve vraiment que c'est très frustrant. Parce qu'il fait des moves, tu le sens, tu le vois avec lui en fait qu'il a des sentiments, puis qu'il veut les exprimer, puis que c'est un sentiment, tu veux forcément y aller pour toi, tu veux vraiment être égoïste dans le sens là. Mais le truc c'est qu'il va être toujours pris entre ce côté, est-ce que je suis égoïste, puis je pense vraiment à moi, puis je fais vraiment ce qu'il faut pour sortir avec celle qu'elle aime, ou est-ce que je suis un bon pote, puis je respecte leurs sentiments, puis je me range sur le côté. Moi j'ai pas mal ressenti ça sous le fait que le manga va toujours jouer sur cette corde là, du fait que t'as ces trucs là, puis il y a toujours un truc qui vient se rajouter du fait que mais tu sais finalement je reviens sur ma décision, puis je veux lui dire, puis finalement il revient en arrière, puis finalement c'est comme je veux pas trop les embêter, qui m'a frustré de A à Z. Puis au-delà du côté sentimental, en fait, dans les premières pages, la fille dans ce trio va rentrer toute seule un soir chez elle, puis elle va se faire attaquer par un gars qui traînait là, parce qu'il fait nuit, et on sait pas exactement ce qui lui arrive. Il y a comme une ellipse, on voit qu'elle arrive pas à se défendre, mais on sait pas exactement ce qui lui arrive. Puis le lendemain, elle arrive à l'école avec des bandages partout, puis là, elle a des égratignures de partout, puis elle est comme super positive, elle est comme non, c'est bon, je me suis fait attaquer, mais je l'ai maîtrisé, parce qu'ils pratiquent tous le judo, les trois amis. Donc tout va bien, et puis on va se rendre compte finalement qu'en fait, tout va pas bien du tout. Puis on sait pas exactement ce qui s'est passé, ça se peut qu'il l'ait violée, même c'est quand même assez trash, mais on n'en sait rien. Donc il va y avoir tout ce côté de tout le développement psychologique de cette fille-là. Et à côté de ça, l'amitié, l'espèce de triangle amoureux inversé. Qui se rajoute sur le terrain. C'est ça. Je suis pas sûre qu'on ait rendu vraiment hommage avec notre explication à ce manga, parce que vraiment pour moi c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, et que je vais très certainement conseiller dans les prochains temps à tous ceux qui veulent se lancer. J'ai vraiment été impliqué pour le coup. Je me suis vraiment impliqué dans le truc, puis c'est des moments où comme t'arrives, puis ça te frustre, puis t'es comme tu veux juste que les héros dans le fond ce qu'il veut, c'est comme j'étais impliqué, genre franchement. J'étais impliqué. C'était Don't Fake Your Smile. Et il nous reste un manga à vous présenter. Alors c'est The Killer Inside. Là pour le coup on change pas mal de registre. Alors The Killer Inside, c'est évidemment, comme son nom l'indique, un thriller où on va suivre un héros qui, on l'apprend très très vite, en fait a des trous de mémoire. Il se rend compte en se réveillant qu'il a bien dormi, il est en forme et tout ça, alors que la veille il avait bien fêté, il pensait que son lendemain de veille allait être compliqué, puis finalement il se réveille, il est en forme, puis dans sa journée il s'aperçoit qu'en fait il est en forme parce qu'on n'est pas le 24 juin, on est le 27 juin. C'est comme s'il avait dormi pendant 3 jours où il a un monumental trou de mémoire. Puis plus l'histoire avance et plus ces trous de mémoire se font fréquents, donc il va aller se faire diagnostiquer chez un médecin et apprendre qu'il souffrirait potentiellement d'un traumatisme de double personnalité, de schizophrénie. Parallèlement à ça, notre héros a une vie un peu difficile parce qu'il est le fils d'un assassin qui a été condamné à mort, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Puis, donc, un petit peu comme on retrouvait dans le bateau de Thésée, où il y a cette espèce de truc au Japon que si t'es le fils d'un assassin, c'est comme si t'étais un assassin toi-même. Là, fait que super. L'étiquette et tout ça, t'es le fils d'assassin. Ouais. Ça joue beaucoup. Ça te suit toute sa vie, puis voilà. Et donc, il a très très peur, lui vient en fait cette angoisse que pendant ses trous de mémoire, sa double personnalité prenne le contrôle et soit elle-même un assassin. Donc il va essayer de comprendre si il est un assassin un peu par procuration ou pas. Et potentiellement se coincer en fait finalement. Oui, se coincer lui-même finalement. Fait qu'il joue un petit peu la victime et le bourreau et le policier. C'est réservé vraiment à un public adulte. Il y a pas mal de scènes assez trash. Clairement. Est-ce que t'as aimé ça toi, David? J'ai bien aimé, honnêtement. Si c'est dans la vibe un peu comme tu disais, ça m'a plus pensé à Man in the Window, dans le même style d'ambiance. Ouais, tout à fait. Un peu sombre, tout à fait, un peu sombre et avec le côté de voyage dans le temps et tout ça. Oui. Non, j'ai vraiment bien aimé.
C'est pas ma tasse de thé personnellement, genre, mais ça se lit bien. C'est assez. Ouais, ça se lit bien. Comme tu dis, ça coule assez bien. Et ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Fait que ça, c'était The Killer Inside. Fait que ça fait pas mal le tour de... Ah, ben non, c'est pas des nouveautés, mais on a 2-3 petites choses à vous présenter pour la fin. On a reçu ce qu'on appelle dans notre jargon des starter packs, donc en fait des packs où vous avez qui vous permettent de commencer la série pour moins cher. Donc vous avez un manga acheté, un manga offert à l'intérieur. Alors on a reçu pour Reine d'Égypte, c'est un manga dont on parle assez souvent, Reine d'Égypte, sur Hatshepsut, la première reine souveraine d'Égypte, donc un josei historique. Fait que si vous connaissez pas encore la série, c'est la bonne occasion de la commencer. On a aussi reçu le spin-off de My Hero Academia, Vigilante, avec un coffret comme ça. Approuvé par l'auteur. Pardon ? J'ai approuvé, puis c'est suivi par l'auteur. Ah oui, clairement. C'est clairement suivi. L'histoire. Mais oui. Pas dessiné par lui. Non, mais c'est scénarisé. Ouais, complètement. Puis on a une promotion comme on vous a présenté la semaine dernière pour Bleach, mais cette fois pour Seven Deadly Sins. Je suis désolée pour les tickets de 3€, mais évidemment ils sont pas en euros. Mais donc les 3 Seven Deadly Sins qui sont à moitié prix, donc idéal pour commencer la série également, $6,95. Et en plus, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des petits cadeaux qui viennent avec. Donc vous avez dans ce petit étui en carton qui est très mignon, toute une série de signets à collectionner avec les personnages de Seven Deadly Sins. Fait que très très cool comme promotion. Samy Claude nous demande c'est quoi déjà le titre et combien de tomes. Je pense que tu parles de The Killer Inside, donc ceci, The Killer Inside. De toute façon, on vous écrit toutes les titres qu'on a présentés juste après. Et combien de volumes, par contre, je ne sais pas. Tu sais-tu, toi, David ? Non, il avait pas l'air de vouloir mettre un nombre de tomes en soi. Honnêtement, étant donné le sujet, ça m'étonnerait qu'il tape dans les plus de 10 volumes. Eh ben, on est à 9 en cours au Japon. 9 ? Oh, ouais, okay, bon, finalement. J'ai parlé trop vite. Mais oui, pour moi, vu comment ça se déroulait, ce serait pas une très longue série quand même. Je suis assez d'accord avec toi. Fait que ça conclut pas mal notre live de cette semaine. On espère que ça vous a donné envie de lire toutes les nouveautés parce que franchement, il y a du très très beau stock. C'est quoi ton coup de cœur de la semaine, David ? Mon highlight. Ton highlight de la semaine. Je dirais Family Compo. Family Compo ? Ouais. Ah. J'ai tellement eu du fun à le lire. Puis, je l'ai pas encore fini. Puis je pense que je vais repartir avec le 2 pour le lire aussi. C'est sûr, j'ai dit, moi je vais repartir avec les 12. Moi c'est Don't Fake Your Smile, mon gros coup de cœur de la semaine, clairement. Fait que, bon, 2 coups de cœur assez différents cette fois pour le coup. Oui, non, c'est ça. Et que merci à tous. On espère que ce live vous a plu. On se retrouve dimanche pour un nouveau live, comme d'habitude à midi. Et on se retrouve pour ceux qui suivent juste nos lives de nouveautés jeudi prochain. Avec plus de nouveautés. Puis la sortie, c'est par ici. Voilà. Bye. Bye là.